Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, comme Martin vient de le dire, je vais vous présenter mon projet de mémoire que j'ai réalisé dans le cadre de ma maîtrise en sexologie, puis qui porte sur les relations familiales de jeunes adultes dont l'identité de genre ou l'orientation sexuelle ne reproduisent pas la bicatégorisation de la sexualité et du genre, puis qui a été réalisé sous la direction de Lynn Chamberlain. Puis d'ailleurs, avant de commencer la présentation, j'aimerais ça prendre quelques minutes pour publiquement remercier Mme Chamberlain pour tout son soutien tout au long de la réalisation de ce projet. Puis j'aimerais ça aussi remercier toute l'équipe de la chaire sur la chaire de recherche, nouveau nom, sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'UQAM pour l'invitation à présenter ce soir, puis l'organisation de cet événement-là. Puis aussi, merci à vous tous qui prenez le temps de m'écouter ce soir. J'espère vraiment que vous allez trouver ma présentation intéressante. Puis surtout, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose ce soir. Donc, pour ma présentation, je vais suivre la structure de mon mémoire. Donc, ça va être problématique, état des connaissances, cadre conceptuel, méthodologie, résultats, discussion et conclusion. Donc, c'est un ordre de présentation qui est quand même assez standard. Puis ce soir, je vais vraiment me concentrer sur la section résultats de mon mémoire parce qu'à mon avis, c'est la section qui est la plus intéressante de tout projet de recherche, incluant le mien. Donc, tout d'abord, comme j'imagine, beaucoup d'entre vous le savent déjà, à l'été 2017, le gouvernement fédéral canadien a annoncé l'introduction d'une troisième option pour désigner le sexe dans les documents officiels fédéraux. Ça a vraiment été célébré comme une victoire pour la communauté LGBTQ, puisque cette option-là, elle permet de rendre compte de la fluidité de genre. Puis le Canada, c'est aussi un pays qui est vraiment réputé pour ses lois et politiques qui permettent la reconnaissance des droits des personnes LGBTQ, mais celles-ci vont quand même demeurer confrontées à différentes situations de discrimination parce que l'égalité juridique, ça ne garantit pas nécessairement une inclusion sociale. Puis un domaine dans lequel cette inclusion-là n'est pas systématiquement garantie, c'est celui de la famille. Puis, facile si je mets tout comme ça. Donc, d'ailleurs, les études sur la famille en tant qu'institution à notre époque vont démontrer que maintenant, l'élection affective, le triomphe de l'amour et la précarité des unions sont vraiment placés désormais au centre de la conjugalité. Ainsi, la définition qu'on accorde au concept de famille a grandement varié historiquement et culturellement parlant. Avec le passage à la modernité, on a remarqué une transformation fondamentale des institutions, mais aussi des modes de vie, qui est caractérisée par le fait que de plus en plus, les relations sociales, mais aussi les liens et les croyances traditionnelles qui auparavant encadraient de manière quand même assez étroite la vie des gens, vont perdre de leur importance, incluant la famille élargie qui auparavant fournissait un cadre stable traditionnel pour les individus. Puis, ayant acquis plus de liberté, des options et des choix, l'individu peut, mais je dis peut maintenant, mais j'ai presque envie de dire doit maintenant décider par lui-même de sa trajectoire et concevoir sa vie lui-même. En effet, en raison d'une déstructuralisation des institutions comme l'école, mais aussi comme la famille, en tant que cadres sociaux d'intégration, les individus ont de plus en plus la responsabilité de construire leur propre identité et leur propre parcours de vie. On assiste donc vraiment à une déstabilisation des schémas traditionnels de relations. En effet, la famille telle qu'on la connaît idéologiquement, mais aussi sa pratique, c'est plus ce que c'était. Ce qui était considéré comme une famille, puis j'utilise des gros guillemets, normale, dans les années 1950 et 1960, donc un couple hétérosexuel marié avec des enfants, aujourd'hui, ça a perdu beaucoup de son pouvoir normatif. Donc, la forme familiale standard a vraiment perdu son ancien monopole. Puis à la place, aujourd'hui, on retrouve vraiment des idées différentes, mais aussi des idées concurrentes de c'est quoi la normalité. Puis de plus en plus de façons d'être une famille vont vraiment être considérées désormais comme des options légitimes. Ainsi, le mot famille, il est de plus en plus utilisé pour parler de quelque chose qui est plus large que les relations traditionnelles qui sont fondées sur la lignée, sur le mariage, sur l'alliance. On peut donc maintenant comprendre la famille comme étant une série de pratiques quotidiennes dont la signification dépend de celle que ceux qui les pratiquent lui accordent, plutôt que simplement comme une entité ou une institution fixe.
Donc, ça nous amène au concept de famille choisie, qui a d'ailleurs justement émergé dans ces circonstances-là de rapide changement du domaine de la famille. Donc, ça, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois par l'anthropologue Kat Weston en 1991. Puis le terme, il faisait vraiment référence à la réintroduction dans la vie de nombreux gays et lesbiennes qui avaient vécu une rupture avec leur famille d'origine de liens de parenté via des amis, des conjoints, conjointes, ex-conjoints, ex-conjointes, ses propres enfants, les enfants, son conjoint, sa conjointe, ou parfois même la famille de son conjoint, de sa conjointe. Puis de plus, les amitiés qui constituent la famille choisie vont vraiment dépasser les frontières conventionnelles des définitions de l'amitié pour inclure des relations qui ressemblent à des liens de parenté, puis qui offrent vraiment un soutien émotif, mais aussi matériel constant. Puis d'ailleurs, de façon générale, les individus de la diversité sexuelle et de genre vont compter sur d'autres personnes que sur leur famille d'origine pour obtenir du soutien quotidiennement. Donc, par exemple, des amis ou des collègues de travail. Puis, la famille choisie, elle va aussi permettre d'affirmer une identité et de développer un sentiment d'appartenance pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, pour cette raison, même lorsque les parents d'un individu de la diversité sexuelle et de genre sont ouverts et soutiennent leur enfant, il existe toujours quand même un besoin pour un certain soutien émotionnel que la famille d'origine ne peut juste pas offrir. Parce que c'est en effet les familles choisies qui vont être constituées par de forts liens avec d'autres personnes qui comprennent ce que c'est que de faire partie de la diversité sexuelle et de genre, mais aussi de vivre dans un environnement qui peut être caractérisé par le stress minoritaire et limité par des structures d'opportunités hétérosexistes. Bien, ça permet vraiment d'obtenir un soutien qui ne peut juste pas être trouvé ailleurs. Puis d'ailleurs, la littérature démontre que pour une majorité de personnes s'inscrivant dans la diversité sexuelle et de genre, la relation qui prend le plus d'importance dans leur vie, ce sont des relations d'amitié. Puis le concept de famille choisie va vraiment permettre d'inclure ces relations qui sont affinitaires et électives dans le domaine de la famille. Sinon, il est aussi important de noter que les familles choisies elles ne peuvent pas être comprises comme étant totalement détachées des familles d'origine, des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Puis pour cette raison, ben, parmi les études qui portent sur la réalité des jeunes de la diversité sexuelle et de genre et la réalité de leurs parents, beaucoup d'études vont se concentrer sur le moment du coming out et son impact sur la famille d'origine des personnes étudiées. Donc, par exemple, on va retrouver des études qui vont porter, par exemple, sur la peur des parents que leur enfant vive la discrimination suite à leur coming out ou sur la période d'adaptation qui peut suivre un coming out. Donc, en gros, très souvent, les études vont se concentrer sur la relation familiale parent-enfant à un moment fixe et précis dans le temps, donc le moment du coming out. Puis, aussi, il existe beaucoup d'études sur les personnes âgées de la diversité sexuelle et de genre, puis sur leur vulnérabilité qui nécessite un important réseau de soutien et donc sur l'importance de leur famille choisie dans leur vie. Aussi, j'ai constaté que la plupart des études qui se penchent sur la question de la famille choisie vont inclure les personnes gays, les personnes lesbiennes, parfois bisexuelles, mais jamais, ou du moins à ma connaissance, jamais les personnes non-binaires comme groupe spécifique d'études. Donc, à mon avis, ces informations-là sont clairement insuffisantes pour pouvoir dresser un portrait de la réalité familiale des jeunes adultes dont l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne reproduisent pas la bicatégorisation du genre et de la sexualité, identités qui sont encore largement comprises par le public général à une époque de grande diversification des identités, mais aussi, comme je l'ai mentionné, d'évolution des relations familiales. Donc, mon projet de mémoire visait à analyser l'évolution des relations familiales de jeunes adultes québécois ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre non-binaire. Il s'agissait donc de se pencher sur les relations familiales de personnes qui remettent en question la binarité à travers différentes autodénominations, comme par exemple queer, pansexuel ou entre autres gender fluid. Puis là, avant de continuer ma présentation, j'aimerais ça faire une petite parenthèse parce qu'il me semble important de préciser que tout au long de ma présentation, je vais utiliser le terme non-binaire, non seulement pour désigner les identités de genre autres que homme ou femme, mais aussi pour désigner les orientations sexuelles autres que homosexuelles ou hétérosexuelles.
Puis je suis consciente que ce terme-là, il n'est pas couramment utilisé pour se référer à l'orientation sexuelle. Puis d'ailleurs, il ne fait pas consensus, mais je vais quand même l'utiliser ce soir pour une raison très simple, pour faciliter la compréhension de tous par souci de synthétisation. Parce que si à chaque fois que je me réfère à mes participants, je dois dire les jeunes adultes qui remettent en question la bicatégorisation à travers blablabla, bien, on s'en sortira juste pas, puis la conférence va durer 5 heures, puis je pense pas que personne ici veut ça. Puis aussi, ben, c'est le seul terme que j'ai trouvé qui me semble fonctionner pour regrouper les identités qui, justement, ne reproduisent pas la bicatégorisation de la sexualité et du genre, et donc qui remettent en question la binarité sexuelle et identitaire. Puis aussi, ben, c'est la façon dont mes participants vont parler leur vécu, donc ils s'identifient vraiment avec ce terme-là. Puis, bien entendu, mon objectif ce soir, c'est vraiment pas d'invisibiliser encore plus les personnes ayant une identité de genre non-binaire et les enjeux qui leur sont propres. Puis, c'est pas l'objectif non plus, je suis convaincue de mes participants, c'est vraiment plus une stratégie communicationnelle. Puis aussi, comme je vais en parler plus en détail dans comme 2-3 minutes, ben, ma recherche, elle s'inscrit dans une perspective queer qui remet en question la binarité au niveau de l'identité de genre, mais aussi de l'orientation sexuelle. Mais avant de m'embarquer plus dans les théories queer, j'aimerais ça parler un petit peu plus de la famille choisie. Donc, pour mon étude à moi, la définition que j'ai utilisée de la famille choisie, c'est un groupe de personnes choisies par une personne non-binaire avec qui elle a des relations lui offrant du soutien émotionnel et matériel. Lorsqu'elle n'a pas de relation avec sa famille d'origine, lorsqu'elle a des relations tendues avec sa famille d'origine en raison d'incompréhensions liées à son orientation sexuelle ou son identité de genre, ou bien lorsqu'elle ne se sent pas pleinement acceptée dans l'ensemble de son identité. Il s'agit donc de relations qui sont volontaires, basées sur la confiance et l'amour, et qui sont développées sur une longue période de temps, ce qui permet de créer le sentiment de partager une histoire commune. Aussi, comme je viens juste de le mentionner, pour comprendre les identités non-binaires, les théories queer nous servent à concevoir comment la fluidité identitaire peut laisser émerger des catégories ou des étiquettes identitaires qui vont sortir de la binarité homme-femme, mais aussi de la binarité homosexuelle, hétérosexuelle. Ça, c'est une approche qui va critiquer la pensée dichotomique, puis qui va donc nous permettre de mettre en contexte la population sur laquelle porte mon étude, mais aussi de mieux comprendre des enjeux qui sont liés à la multiplication et à la remise en question des catégories identitaires binaires. Donc, les théories queer, elles vont se positionner comme tout ce qui est en opposition à la norme, à ce qui est légitime ou à ce qui est dominant, en adoptant une approche que l'on pourrait qualifier comme étant déconstructiviste du genre, afin de perturber, de troubler et de dénaturaliser les catégories sexuelles et les catégories de genre. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir reconnaître la fluidité, l'instabilité et la fragmentation des identités, ainsi qu'une pluralité de positions genrées. Aussi, les théories queer avancent l'idée que nous devrions soutenir les relations, en gros guillemets, hors normes, et que nous ne devrions donc pas banaliser, infantiliser ou subordonner les relations qui ne sont pas des parallèles clairs aux couples conventionnels hétérosexuels. Les théories queer vont donc s'opposer alors à l'idée que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre soit une catégorie identitaire unitaire, donc un tout sans faille, si on veut. Puis le queer, ce serait donc la matrice ouverte des possibilités selon Sedgwick, puis va chercher à repenser les binarités homme-femme, masculin-féminin, hétérosexuel, homosexuel, puisque ben, elles sont juste pas suffisantes pour exprimer la grande diversité d'identités qui existe. Puis, à cet effet, j'aimerais ça vous citer un article de Callis que je trouve très intéressant, puis d'ailleurs qui utilise le terme orientation sexuelle non-binaire de la même façon que je le fais. Donc, Callis nous dit « Tandis que la binarité sexuelle des hétérosexuels et des homosexuels est en train de changer et devient moins hégémonique, elle reste un système puissant de catégorisation sexuelle. À la lumière de la persistance de la binarité sexuelle sur les constructions de la sexualité, les identités non-binaires sont mieux comprises comme une frontière sexuelle. Plutôt que de se séparer du système binaire, ces identités sont nées de leurs fissures, créant un espace intermédiaire devenu plus large et plus prononcé ces dernières années. Pour les habitants de cette région frontalière, il s'agit d'un lieu de fluidité sexuelle et de genre, un espace où les identités peuvent changer, se multiplier et ou se dissoudre. »
Donc, en effet, les théories queer, ils permettent de repenser les logiques de catégorisation qui se veulent fixes et donc qui vont comporter des critères d'inclusion et d'exclusion. On assiste donc vraiment à une multiplication des identités en réaction aux représentations dominantes de ce système binaire. Puis parmi cette multiplicité, bien, il y a des identités non binaires qui émergent. Ainsi, lorsqu'on sort des catégorisations traditionnelles et binaires du genre et de la sexualité et de son opposition rigide entre deux façons d'être, bien, les identités sexuelles et de genre qui peuvent être définies qui ne peuvent pardon, être définies exclusivement comme hétérosexuels, homosexuels, hommes ou femmes, peuvent plus facilement émerger. Donc, par exemple, des identités comme pansexuel, queer, sexualité fluide, genre non-binaire, genre fluide, gender queer, etc. Donc, en ce sens, mon étude, elle porte vraiment sur ces nouvelles, entre guillemets, identités postmodernes qui sont moins reconnues socialement comme étant des identités que l'on peut s'approprier. Puis, d'ailleurs, pour se pencher sur la compréhension ou l'incompréhension potentielle de la non-binarité de la part des membres de la famille d'origine des jeunes adultes non-binaires, la perspective queer peut aussi servir. Donc, en effet, on a la théorie de l'intelligibilité de Butler qui nous permet de comprendre comment certaines identités peuvent être incomprises dans une culture qui produit, reproduit et régule le genre par un ensemble de dispositifs politiques, discursifs et institutionnels. Ainsi, les régulations sociales comme la catégorisation des genres et la définition des orientations sexuelles sont alors pensées en termes binaires. Puis l'identité de genre ne paraît donc intelligible ou lisible que si elle se soumet aux normes hégémoniques binaires du féminin ou du masculin. Puis d'ailleurs, le fait de s'auto-identifier soi-même d'une certaine façon, ça ne garantit pas la compréhension ou la lecture de son identité par les autres de la façon qu'on le souhaite, malheureusement. Sinon, par ailleurs, il y a aussi la perspective du parcours de vie qui me semble être la plus appropriée pour comprendre l'évolution des relations familiales des jeunes adultes non-binaires. Puis ça, c'est parce qu'elle appuie sa cohérence sur la préoccupation d'expliquer les liens entre le changement social, la structure sociale et l'action individuelle. Puis c'est aussi une perspective qui s'articule entre autres autour de l'idée que les transitions et les événements vécus, leur succession et l'âge auquel ils sont vécus dans le parcours de vie ont une influence sur le développement individuel. Puis cette approche va donc ainsi se baser sur l'étude des points tournants dans la vie d'un individu. Puis ça, un point tournant, on peut comprendre ça comme étant un événement qui a entraîné des changements importants, qui a eu des conséquences à long terme dans l'identité personnelle et l'environnement social d'une personne. Puis bien entendu, ici, on inclut les relations familiales. Donc, pour ce qui est de la méthodologie, bien, mon étude elle comprend 10 jeunes adultes ayant entre 18 et 30 ans et s'auto-identifiant comme non-binaires qui habitent dans la région de Montréal. Mes participants ont un âge moyen de 24,8 ans. Puis comme vous pouvez le voir avec le tableau qui est sur ma diapositive, bien, 7 participants s'identifient avec une orientation sexuelle non-binaire, alors que 9 participants s'identifient avec une identité de genre non-binaire. Donc, pour obtenir ces 10 participants-là, il y a eu 2 vagues de recrutement. Donc, il y a une première qui a été faite en lien avec le projet Sa vie LGBTQ, de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'UQAM, dont Martin parlait un peu au début. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le projet Sa vie, en gros, c'est un projet de recherche qui porte sur les expériences d'inclusion et d'exclusion des personnes LGBTQ au Québec dans 3 domaines. Donc, il y a le domaine de la famille, du travail et des réseaux sociaux. Puis eux, pour leur premier volet de recrutement, le projet Sa vie, ils ont fait un appel large pour obtenir 30 volontaires via l'infolettre et les réseaux sociaux de la chaire. Donc moi, parmi cet échantillon-là de 30, j'ai fait appel aux entrevues des jeunes adultes, donc entre 18 et 30 ans, qui s'identifient aussi comme non-binaires. Donc j'ai pu avoir 6 entrevues. Mais 6, ça ne me semblait pas être suffisant pour faire mon étude. Donc je voulais vraiment atteindre un nombre minimal de 10. Donc, j'ai donc fait une seconde vague de recrutement pour obtenir 4 participants supplémentaires via les réseaux sociaux de la chaire. J'ai aussi utilisé 2 outils pour faire ma collecte de données, donc le calendrier de vie et les entrevues semi-dirigées. Donc, comment ça se passait lorsque je rencontrais mes participants? C'est qu'il y avait une première rencontre d'une durée d'1 heure. Puis le but de cette rencontre-là,
c'était de retracer le parcours de vie des participants dans les 3 domaines que je viens de mentionner, les 3 domaines du projet Sa vie, donc la famille, le travail et les réseaux sociaux, mais aussi par rapport à leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Le but aussi, c'était de remplir un calendrier de vie avec eux et d'identifier de 3 à 5 points tournants dans leur parcours. Puis pour ceux qui sont un peu moins familiers avec c'est quoi un calendrier de vie, en gros, c'est un outil de collecte de données qui comprend une évaluation visuelle basée sur un calendrier, là, vraiment avec des années, qui permet de voir les événements de la vie d'un individu qui sont ancrés par des indices contextuels. Donc, par exemple, des événements importants comme les relations de couple, les études, donc voir ça a duré de quelle année à quelle année. Puis ça permet vraiment d'améliorer le rappel rétrospectif des participants. Puis le calendrier de vie que j'ai utilisé pour mon étude, il utilisait encore une fois les 3 domaines du projet Sa vie. Donc, je le répète, famille, travail, réseaux sociaux, mais aussi leur parcours par rapport à leur orientation sexuelle et identité de genre. Puis ça permettait vraiment de reconstruire leur parcours de vie dans tous ces domaines-là, allant du moment de leur naissance jusqu'à l'âge qu'ils avaient au moment de l'entrevue. Ensuite, il y avait une seconde rencontre qui, elle, durait 2 heures. Puis là, le but de cette rencontre-là, c'était vraiment d'aller plus en profondeur puis d'explorer les contextes, les sentiments puis les conséquences liées à ces points tournants-là afin de pouvoir dégager la signification de ces moments dans la vie des participants. Puis, ces données-là ont ensuite servi à réaliser une analyse thématique via le logiciel NVivo, qui touchait de façon globale les thèmes de la famille, donc famille d'origine, famille choisie, les réseaux sociaux des participants, donc les personnes qui leur apportent du soutien, mais aussi leur identité, donc par rapport à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Puis là, sur le PowerPoint ici, vous pouvez voir les objectifs plus précis de mon analyse, mais en gros, ce que je voulais, c'était de faire ressortir les liens entre les contextes sociaux du vécu des participants et l'évolution de leur relation familiale, tout en tentant de comprendre leur vécu selon leur propre point de vue à eux. Donc, à cet effet, la méthode utilisée m'a permis de saisir le contexte dans lequel s'inscrivaient les événements, mais aussi parallèlement d'étudier le développement de l'identité sexuelle et de l'identité de genre de mes participants. Voilà. Donc là, on arrive à ma section préférée, la section des résultats. Donc, mon projet avait 3 objectifs distincts. Donc, comment je vais procéder ce soir pour la présentation? C'est que je vais vous présenter les résultats pour chacun des objectifs. Donc, je vais commencer par vous présenter c'était quoi l'objectif. Ensuite, je vais vous faire un résumé de ce que j'ai trouvé dans mon analyse. Puis après ça, je vais aller vraiment plus en détail puis vous présenter des citations de mes participants. Puis je vais faire ça pour chaque objectif un après l'autre. Donc, objectif 1, objectif 2, objectif 3. Donc, mon premier objectif, c'était d'explorer la construction des familles choisies chez les jeunes adultes non-binaires ayant de bonnes relations ou non avec leur famille d'origine. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est que peu importe si la relation est perçue comme étant bonne ou mauvaise avec la famille d'origine, la grande majorité des participants vont se former une famille choisie pour des raisons variées. Donc, au regard de l'analyse que j'ai fait des données recueillies, il est possible de constater que les jeunes adultes non-binaires ayant des relations qui sont perçues comme étant bonnes, de façon générale, avec leur famille d'origine, vont se créer une famille choisie étant donné la longévité des relations amicales, la distance physique avec leur famille d'origine et le désir d'être une famille pour les autres. Donc ça, c'est vraiment les 3 raisons qui sont ressorties du discours de mes participants. Donc, en effet, ces participants-là vont affirmer se créer une famille choisie avec des amis avec qui ils entretiennent des relations de longue date et donc avec qui ils vont partager certaines traditions. Puis, ces relations-là familiales vont se former de façon involontaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les participants, ils ne cherchent pas de façon active à se créer des liens familiaux avec d'autres personnes que les membres de leur famille d'origine pour combler divers besoins ou quoi que ce soit. Il s'agit vraiment plutôt du fait que les relations amicales ont perduré dans le temps, mais aussi face à de nombreux changements, notamment après, par exemple, leur graduation de l'école secondaire, qui va faire en sorte que ces relations-là vont être considérées comme étant des relations familiales. Donc, il y a Wolf, 27 ans, personne gender fluid ou gender flux, qui est encore en questionnement, et aussi pansexuel, qui m'expliquait. C'était plus vraiment, on est ensemble depuis le début du secondaire. On s'est rendu compte justement qu'à chaque Noël, mais pas la journée de Noël, parce que la journée de Noël, on est tous dans nos familles d'origine.
Mais quelque part dans le temps des fêtes, on se fait partie de Noël en gang. Aussi, pour Frédéric, 28 ans, une immigrante française non-binaire et queer, le fait d'être éloignée physiquement de sa famille d'origine explique pourquoi elle s'est fondée une famille choisie. Donc, en raison vraiment d'un besoin humain de partage, puis d'une volonté de s'entourer de personnes intimes, elle s'est formée depuis 6 mois, au moment de l'entrevue, un petit noyau de personnes qu'elle considère comme étant sa famille choisie. Puis elle va vraiment identifier une personne en particulier qu'elle connaît depuis 2 ans comme étant la personne la plus importante, non seulement de ce cercle d'amis, mais de sa vie en général. Puis il s'agit d'une personne qui est aussi non-binaire, puis qui a un parcours semblable au sien, pardon. Donc, il y a donc une compréhension mutuelle entre les deux. Donc, Frédéric aussi, elle va expliquer que c'est une relation qui s'est affermie avec le temps. Donc, Frédéric nous dit, il y a peut-être des événements, surtout des discussions qu'on a eues en fait. C'est quand même arrivé progressivement aussi en fait. Ça s'est renforcé progressivement, je pense. On était très proches déjà, et au fur et à mesure des épreuves qui nous arrivent, on est là. Et puis, un bout d'un moment, on se dit les choses. Ah, mais je suis ta famille, en fait, hein? Et tu es ma famille. OK, donc c'est ça. Maintenant, en fait, on essaie de se le dire le plus souvent possible, parce que ça compte vraiment pour nous, et c'est important de le faire savoir qu'on est toujours là. De plus, le désir d'être là pour les autres peut aussi motiver le choix de se fonder une famille choisie. Donc ça, c'est le cas d'une de mes participantes, donc Philomena, 22 ans, une personne gender fluide et lesbienne d'origine autochtone d'Amérique du Sud, qui affirme avoir une famille choisie composée de sa copine actuelle et de son cercle d'amis qui comprennent d'autres personnes racisées, de la diversité sexuelle, qui selon elle ont plus besoin d'une famille qu'elle, en raison notamment de relations moins harmonieuses avec leur famille d'origine. Puis elle affirme donc que ces personnes-là vont la considérer comme faisant partie de leur famille, puis que c'est maintenant mutuel, que ça lui fait vraiment plaisir d'être là, puis d'être une famille pour ces personnes. Puis elle se définit d'ailleurs comme gender fluid et lesbienne, mais elle affirme ne pas parler les langues qui lui permettent de bien définir son identité, qui se base sur un désir de ne pas se soumettre aux normes hégémoniques quant à ce qu'on attend d'une femme, puis sur le fait de ne pas être blanche. Puis maintenant, elle va ainsi rechercher de plus en plus ce genre de relation de soutien entre personnes racisées, de la diversité sexuelle et de genre. Sinon, dans mon analyse, j'ai aussi constaté que lorsqu'ils perçoivent avoir de moins bonnes relations avec leur famille d'origine, les jeunes adultes non-binaires vont se créer une famille choisie pour combler divers besoins. Donc, ces participants vont se former une famille choisie afin de se sentir compris dans leur identité et de recevoir un soutien émotionnel qu'ils ne reçoivent pas de la part de leur famille d'origine. Donc, ces participants vont donc affirmer que leurs mauvaises relations avec leur famille d'origine les ont poussés à aller chercher du soutien ailleurs et ainsi à se former une famille choisie. Notamment, ils vont mentionner que leurs parents ont des valeurs différentes des leurs, que leurs parents ne démontrent pas une ouverture à la diversité, que ce soit la diversité ethnoculturelle ou, par exemple, la diversité de capacités corporelles ou mentales. Ils vont aussi affirmer que leurs parents ne leur offrent pas de soutien émotionnel lors de moments plus difficiles et ne créent pas d'espace de discussion pour aborder des sujets plus personnels. Donc ça, c'est le cas de Dédé, 29 ans, personne lesbienne qui ne se considère ni homme ni femme, mais qui ne souhaite pas se définir de façon précise. Donc Dédé, elle nous explique. Comme moi, ma famille n'est pas très dans ma vie. Je côtoie mes parents quand même souvent, mais je n'ai pas une relation avec ma famille élargie. Et les relations que j'ai avec ma famille immédiate, c'est pas très émotif. C'est plus théorique, idéologique. On parle, on débat des choses. L'émotion, ça ne fait pas vraiment partie de leur bague. Donc, ce que ça fait, c'est que dans le fond, tout ce qui est en lien émotif, je le renvoie à ces amis-là. Il y a trop de rationnel dans ma famille pour être capable d'avoir des émotions autres que la colère. Donc, c'est sûr que ces gens-là, on peut dire que je les ai choisis, comme un peu pour pallier à ce que ma famille ne me donne pas. Sinon, en ce qui touche à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, les participants vont entre autres aborder le fait que leur famille d'origine n'accepte que partiellement leur identité et même qu'elle exprime des préjugés ou des jugements face à la diversité sexuelle et de genre. Donc, selon certains participants, leurs parents vont, par exemple, juste ignorer leur coming out, faire preuve d'hétéronormativité, demander à ce qu'ils ne s'affichent pas ouvertement ou même entretenir des propos qui sont ouvertement homophobes ou transphobes et même aller jusqu'à affirmer qu'ils ne voudraient pas d'un enfant trans
comme l'a fait la mère d'un de mes participants, donc Alex, 27 ans, personne non-binaire et queer. Puis il y a un autre élément qui ressort du discours des participants ayant de moins bonnes relations avec leur famille d'origine. Bien justement, bien c'est ça, c'est la réaction de leur famille d'origine à leur orientation sexuelle ou identité de genre. Puis le moment du coming out peut donc avoir un impact sur la qualité de la relation des participants avec leur famille d'origine. Donc, il y a Charlie, 23 ans, personne non-binaire et queer, qui m'expliquait de la façon suivante comment sa relation avec ses parents a été transformée par son coming out comme queer. Donc, Charlie nous dit ça a été un peu justement comme un moment d'exclusion, que ça a comme un peu brisé mon lien de confiance avec ma famille, puis que j'ai réalisé qu'il n'était pas. Tu sais, non plus, des fois, on se fait des idées à propos de notre famille. Ça a comme changé un peu ces idées-là que j'avais de ma famille. Il s'agit cependant pas que de besoins émotionnels que ces participants vont tenter de combler. Le fait de vivre dans des situations de précarité, ça peut aussi venir motiver la formation d'une famille choisie. Donc ça, c'est le cas d'Alex, 27 ans, personne queer et non-binaire, qui dit, je veux dire, c'est plus au niveau de vivre beaucoup d'expériences difficiles et de précarité qui a fait en sorte que j'ai une famille choisie. C'est plus lié à ça. Puis, justement, comme on va le voir un peu plus tard dans la présentation, la famille choisie, elle peut fournir un soutien matériel important en plus d'un soutien émotionnel. Donc, il paraît donc évident que ces jeunes adultes cherchent à pallier un manque de soutien qui est habituellement attendu de la part de familles d'origine auprès d'amis qui vont devenir une famille choisie parce qu'ils fournissent ce soutien. Puis, par ailleurs aussi, il y a certains jeunes adultes non-binaires qui ne vont pas se fonder de famille choisie, étant donné la fragilité perçue des relations amicales. Donc, bien que la famille choisie puisse être une importante source de soutien pour les jeunes adultes de la diversité sexuelle et de genre, la possible fragilité de tels liens de proximité, c'est la raison évoquée par le seul participant à mon étude à ne pas avoir de famille choisie pour expliquer pourquoi elle n'entretient pas ce genre de relation actuellement dans sa vie. Donc, elle affirme avoir des amis proches, mais ne pas être assez confortable avec eux pour tout partager. Donc, Nikita, 20 ans, une personne non-binaire et bisexuelle, affirme. Le concept est nice. Je ne sais pas si je suis capable de le réaliser. Parce que ça me prend beaucoup de temps juste pour faire confiance à une personne. Puis ensuite, je ne sais pas s'ils vont rester avec moi. Surtout parce que la famille avec qui tu es né, ils te voient dans tes pires moments, dans tes pires crises. Surtout moi, avec mes problèmes de santé mentale, ils voient le pire. Alors qu'une personne externe, tu ne sais pas s'ils vont t'abandonner une fois qu'ils te voient à ton pire. Tu ne sais pas si ces personnes vont rester une fois qu'ils ont vu ça. Ils vont peut-être se dire « Too much to deal with, I can't do it, goodbye ». Donc, dans ce cas-là, oui, le concept de famille choisie, c'est bien, mais tu ne sais pas si c'est possible. Tu ne sais pas qui va rester avec toi. Puis aussi, cette même fragilité-là dont Nikita nous parle, de la famille choisie, ça se retrouve aussi dans les propos qui sont tenus par des participants qui ont une famille choisie. Donc, entre autres, il y a B1, 24 ans, une personne non-binaire, transmasculine et queer, qui nous explique. Mais je dirais qu'en ce moment, j'ai fait une dépression au cours de l'hiver passé, dont je me remets en ce moment. Et j'ai perdu beaucoup d'amis dans les 8 derniers mois. Donc, je pense que c'est difficile pour moi en ce moment de nommer ma famille choisie. Parce que je pense que j'ai perdu beaucoup de monde que je considérais comme étant ma famille. Voilà. Il est donc possible de constater que les relations que les jeunes adultes non-binaires ont identifiées par le passé comme étant des relations familiales ne sont pas des relations qui ont toujours perduré dans le temps. Il s'agit de relations qui, oui, peuvent offrir beaucoup de soutien, mais qui peuvent aussi justement s'estomper dans le temps et même se solder par une rupture. Donc, mon second objectif, c'était d'analyser les relations qu'entretiennent les jeunes adultes non-binaires avec leur famille d'origine et potentiellement leur famille choisie, ainsi que la négociation entre ces deux formes familiales. Donc, avec mon analyse, j'ai constaté que la famille choisie peut être distincte de la famille d'origine ou bien être entremêlée à la famille d'origine. Aussi, certains participants vont chercher du soutien auprès de leur famille d'origine, mais il s'agit rarement d'un soutien émotionnel. Alors que la famille choisie, elle apporte surtout du soutien qui est émotionnel, mais aussi du soutien qui est en lien avec l'identité non binaire. Donc, pour 9 participants sur 10,
Leur famille choisie se compose d'amis et de leur conjoint ou conjointe actuelle. Elle est donc vraiment distincte de leur famille d'origine. Puis même pour les personnes qui entretiennent de bonnes relations avec leur famille d'origine, la plupart ne vont pas entremêler leur famille choisie à leur famille d'origine. Cependant, il y a Philomena, 22 ans, personne gender fluide et lesbienne, qui affirme que puisqu'elle ne fait pas de distinction ou de hiérarchisation entre ces deux formes familiales, bien, elle essaie de rapprocher les deux familles. Donc, elle explique ainsi, non, c'est ça. Aucun type de famille est plus important. Mais peu à peu, j'essaie de merger. Parce que j'avais beaucoup de honte d'associer à ma famille d'origine pour cause de racisme. Là, j'essaie d'être plus fière aussi de ça. Ma copine a connu mes parents. Cependant, pour la majorité des participants, puis plus particulièrement ceux qui ont des relations plus difficiles avec leur famille d'origine, aucun souhait de faire entrer en contact la famille choisie avec la famille d'origine est exprimé. Puis sinon, les participants qui reçoivent du soutien de leur famille d'origine vont surtout recevoir du soutien matériel et non émotionnel. Donc, cependant, parmi les quelques participants qui ont reçu du soutien émotionnel de la part de la famille d'origine, on retrouve Marianne, 23 ans, une femme pansexuelle qui a reçu du soutien de sa mère après une séparation amoureuse difficile. Donc, Marianne nous dit, mais quand ça a commencé à moins bien aller avec ma copine, bien, tout ce qui me restait dans ce monde-là, parce que j'avais tout abandonné, c'était ma famille. Il y a aussi B1, 24 ans, personne non binaire, transmasculine et queer, qui affirme aussi avoir reçu du soutien de sa grand-mère lorsqu'ils ont eu des problèmes avec sa santé physique et mentale. Donc, B1 nous dit, en fait, ma grand-mère avait un rôle super important à jouer là-dedans. Ce qui s'est passé cet été-là, c'est que j'étais malade et elle est venue me chercher chez moi. Que ça faisait 36 heures que j'avais 103 de fièvre, que je n'avais pas dormi, que j'étais couchée dans ma chambre et il n'y avait personne pour m'aider. Mais cependant, la grande majorité des participants vont vraiment plutôt mentionner l'aide matérielle qui leur est fournie par leur famille d'origine. Ainsi, ils vont mentionner, par exemple, que leurs parents les aident financièrement, notamment en payant leurs frais de scolarité, par exemple, ou que leurs parents vont leur prêter des outils au besoin ou qu'ils vont les aider à déménager. Donc, vraiment, plus des trucs matériels. Puis, pour B1, 24 ans, personne non-binaire, transmasculine et queer, l'aide de ses parents, c'est vraiment essentiel. Donc, ils disent qu'ils ne pourraient pas y arriver sans eux. Cependant, cette aide-là, elle peut être réduite ou même retirée suite au dévoilement de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des participants. Donc ça, c'est le cas de Charlie, 23 ans, personne queer et non-binaire, qui explique. Mais depuis mon coming out, j'essaie moins d'avoir de l'aide de mes parents. C'est plus rare. C'est plus des aides techniques que juste eux peuvent m'apporter, genre une échelle ou avoir un lift à quelque part parce qu'ils ont une auto. C'est plus des choses comme ça que je vais aller chercher. Je pense que c'est vraiment comme mon coming out, ça a été un peu le shift, genre. Je n'ai pas le mot en français, mais je rely plus sur mes parents. Ça m'a comme forcé un peu à devenir autonome dans un sens. Je vais être plus hésitante avant de leur demander de l'aide. Il est aussi important de mentionner que parfois, lorsque les parents n'offrent pas de soutien émotionnel, la fratrie, elle peut le faire. Donc, des membres de la fratrie vont parfois même jusqu'à jouer l'intermédiaire entre les jeunes adultes non-binaires et leurs parents ou à prendre la défense des personnes non-binaires face à leurs parents. Ils peuvent aussi essayer de faciliter la relation entre les deux en essayant de convaincre, si on veut, les parents d'accepter la non-binarité de leur enfant. J'ai aussi constaté, sinon, que la famille choisie apporte surtout du soutien émotionnel et du soutien en lien avec l'identité non-binaire. Donc, la famille choisie peut apporter du soutien matériel, bien entendu, comme par exemple de l'aide financière, de l'hébergement en cas de besoin, des prêts divers ou par exemple de l'aide pour trouver un emploi. Mais le type de soutien qui est vraiment le plus souvent évoqué par les participants de la part de leur famille choisie, c'est le soutien émotionnel et le soutien en lien avec leur identité. Donc, les participants expliquent que leur famille choisie va les aider à se sentir normal et compris. Elle leur permet aussi de savoir que quelqu'un qui va être là pour eux en cas de besoin, puis leur fournir du soutien lors de moments difficiles, comme par exemple les périodes dépressives, les séparations amoureuses, les difficultés dans le couple ou même les difficultés avec leur famille d'origine. Ainsi, B1,
24 ans, personne non-binaire, transmasculine et queer, va recevoir beaucoup de soutien de sa famille choisie pour ce qui touche à sa santé mentale. Donc, B1 nous dit, mais après, il m'offre un support concret. Ma coloc, ça a été beaucoup plus loin que ça. J'ai fait une dépression pendant les 6 derniers mois et juste le fait que ça soit encore mon ami, là, ça, c'est du soutien. Et des fois, ça a été de me faire à manger quand je ne suis pas capable. D'autres fois, de parler avec moi au téléphone pendant que je fais une crise suicidaire. Des fois, définitivement, d'avoir des amis qui sont sur le suicide watch. Des fois, c'est le genre de soutien que j'ai. Et je pense aussi que maintenant, il y a beaucoup de difficultés auxquelles je fais face, dont je sais que je ne pourrais pas en parler à mes parents parce qu'ils ne comprendraient pas. Ouais. Les personnes dont je suis proche, au moins, je peux leur parler de ces affaires-là et ils vont comprendre. Les participants vont aussi mentionner que les membres de leur famille choisie vont, par exemple, être les personnes qui les accompagnent à l'hôpital ou au poste de police pour faire une dénonciation d'agression sexuelle au besoin. Les participants peuvent ainsi se confier à leur famille choisie, se sentir écoutés, ressentir de la solidarité et aussi ressentir une forme de sécurité émotionnelle. De plus, les personnes dans leur vie qui leur fournissent le plus un soutien spécifique par rapport à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, ce sont les membres de leur famille choisie. Puis les participants vont ici affirmer que leur famille choisie démontre une certaine compréhension des enjeux de la diversité sexuelle et de genre, puis aussi va aller jusqu'à les aider à découvrir qui ils sont et à s'accepter. Donc ça, c'est le cas de Frédéric, 28 ans, personne non-binaire et queer, qui explique ainsi: je pense que l'impact qui m'a re-questionné, c'est mon twin, en fait, qui est non-binaire aussi. Quand on a commencé à se connaître, il était vraiment en questionnement par rapport à ça. Et c'est là où j'ai commencé. J'étais déjà intéressée à la transsexualité, transgenre et tout ça, mais plus d'une vision externe. Maintenant, j'essaie de le voir plus en vision interne parce que je commence à connaître des personnes transgenres. Donc, évidemment, ça enrichit beaucoup plus. De plus, les membres de leur famille choisie, ils vont aussi respecter leur identité puis leur permettre de parler ouvertement de cette identité-là. Donc, la famille choisie peut même aller jusqu'à encourager les participants à poursuivre leur questionnement ou leur parcours identitaire. Les membres de la famille choisie peuvent ainsi être les premières personnes à qui les participants vont faire leur coming out. Donc, ça, c'est entre autres le cas de Charlie, 23 ans, personne non-binaire et queer, qui a parlé pour la première fois de son orientation sexuelle et de son identité de genre à une personne faisant partie de sa famille choisie. Donc, Charlie nous dit, mais c'est comme une des premières personnes à qui j'ai fait mon coming out, plus comme orientation sexuelle, que j'étais queer, et aussi plus par rapport à mon identité de genre plus récemment. Fait que ça a toujours été une des premières personnes à qui j'ai parlé de ça. Il paraît donc évident que la famille choisie est considérée par les participants comme étant leur source principale de soutien émotionnel et comme étant la forme familiale comprenant les personnes qui les soutiennent le plus par rapport à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Puis ces participants-là, ils semblent donc substituer les relations avec leur famille choisie à celles avec leur famille d'origine. Donc, mon troisième et dernier objectif, c'était d'examiner l'impact de la compréhension ou de l'incompréhension de la famille d'origine de jeunes adultes non-binaires sur la formation d'une famille choisie. Donc, dans mon analyse, j'ai constaté que la plupart des participants affirment que leur famille d'origine ne comprend ou n'accepte pas pleinement leur identité non-binaire. D'ailleurs, certains participants, ils ne veulent même pas faire leur coming out à leur famille d'origine car ils ont peur des réactions ou ils disent savoir déjà que les membres de cette famille-là comprendront juste pas. Aussi, la famille choisie joue vraiment un rôle clé à l'égard du soutien de compréhension et d'acceptation que peuvent ressentir les participants suite à leur coming out. De plus, on remarque aussi que les parents ont plus tendance à ne pas comprendre que la fratrie. Donc, 9 participants sur 10 mentionnent que leurs parents ne comprennent juste tout simplement pas les identités non-binaires. Donc, lorsque Nikita, 20 ans, une personne non-binaire et bisexuelle, a parlé avec sa mère de son orientation sexuelle, et elle a affirmé « Je ne suis pas ta fille hétéro » pendant un débat animé entre elle et ses parents sur la situation politique en Russie. Parce que dans le fond, ses parents sont d'origine ukrainienne, puis ils écoutent pratiquement juste la télévision russe. Donc, Nikita explique. Par rapport à la conversation avec ma mère,
puisqu'elle a entendu juste la partie hétérosexuelle. Pour elle, mon attraction pour des femmes, c'est gay. Alors que pour moi, non. Mon attraction envers les hommes, c'est gay. Bref, elle a aussi demandé: es-tu en train de voir quelqu'un? Je lui ai dit non. Et là, elle m'a répondu: dans ce cas-là, tu n'as rien à avoir peur encore, tu ne vois personne. Ce n'est pas juste ça. C'est juste le fait de savoir qu'à n'importe quel moment, je peux être rejetée. Mais OK. Cependant, parfois, la famille d'origine, elle va comprendre ou accepter partiellement l'identité des personnes non-binaires. Puis d'autres fois, même la relation va se renforcer avec certains membres de la famille suite au coming out. Donc ça, c'est entre autres le cas de Sébastien, 25 ans, un homme queer pour qui la relation avec ses parents s'est grandement améliorée suite à sa transition. Donc maintenant, il affirme que ses parents le soutiennent et l'appuient dans son identité. Puis sa mère a même commencé à fréquenter un organisme trans pour mieux comprendre les réalités de son enfant. Il y a aussi Wolfgang, 27 ans, personne gender fluid et gender flux et pansexuelle, qui m'a expliqué que sa mère avait vraiment de la difficulté à comprendre la bisexualité, la pansexualité, puis qu'elle considérait pendant longtemps qu'il était gay, parce qu'il n'y avait pas eu de relation avec des femmes, mais que tranquillement, pas vite, elle commence à mieux comprendre avec le temps. Puis elle a même récemment au moment de l'entrevue, elle avait commencé à utiliser le terme bisexuel au lieu de gay pour parler de lui, même s'il s'identifie comme pansexuel, mais pour lui, c'était vraiment un énorme progrès de la part de sa mère. Puis, de plus, bien que les parents ont tendance à ne pas comprendre la non-binarité, bien, la fratrie, elle peut faire preuve de compréhension, puis même être considérée comme un allié. Donc, B1, 24 ans, personne non-binaire, transmasculine et queer, nous explique la situation de cette façon. Donc, B1 nous dit: c'est ça. Donc, ma sœur, c'est vraiment une swell ado. Elle n'a pas de problème avec ça. Elle comprend sans problème l'identité de genre. Elle comprend qu'il ne faut pas en parler aux parents. Ouais, ma sœur est vraiment géniale. Elle est vraiment cool. Elle m'appelle sa fratrie. Elle est cute, là. Elle m'appelle le sibling aussi. Elle est vraiment cute. Donc, bref, la plupart des participants affirment que leur famille d'origine ne comprend pas ou n'accepte pas pleinement leur identité non-binaire. Puis, cette incompréhension-là, bien, elle va affecter le moment du coming out des participants. Donc, plusieurs participants, comme je mentionnais, ne veulent pas faire leur coming out à leur famille d'origine parce qu'ils ont peur de la réaction ou ils anticipent déjà qu'elle ne comprendra pas. Donc, par exemple, suite à une mauvaise réaction de ses parents à l'annonce de son orientation sexuelle, Charlie, 23 ans, personne non-binaire et queer, elle ne souhaite pas leur parler de son identité de genre parce qu'elle est convaincue qu'ils ne comprendraient pas. Donc, Charlie explique ainsi. Mais c'est clair que ça l'a influencé. Je pense aussi que c'est comme moins des trucs qui ont été exposés. Juste déjà le fait que j'étais pas genre lesbienne, c'était comme un des gros freins pour quand j'ai fait mon coming out. C'était comme ça qui était bizarre pour eux. Il fallait vraiment que je sois monosexuelle pour qu'eux acceptent ça. Je pense que l'identité de genre aussi, c'est comme pas quelque chose qu'ils sont prêts à entendre, qu'ils comprendraient. Ainsi, on remarque que la crainte ou l'appréhension que leur famille d'origine ne comprenne pas leur identité non-binaire pousse certains participants à simplement pas en parler aux membres de cette famille. Puis, bien évidemment, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas recevoir de soutien de la part de ces personnes par rapport à leur orientation sexuelle ou identité de genre, parce qu'ils n'en parlent juste pas. Puis de plus, j'ai aussi remarqué que les membres de la famille choisie sont vraiment les personnes qui offrent le plus de compréhension de l'identité non-binaire dans la vie de mes participants. Donc, pour la grande majorité des participants, on remarque que la famille choisie a joué un rôle clé vraiment à l'égard du sentiment de compréhension et d'acceptation qu'ont pu ressentir les participants suite à leur coming out. Puis certains vont même citer cette compréhension-là de la non-binarité et puis de leur identité, donc, comme étant une raison de se former une famille choisie. Donc, par exemple, certains vont mentionner que puisque leur famille d'origine ne comprennent pas leur identité, ils ont ressenti le besoin de se créer une autre forme familiale qui, elle, offrirait plus de compréhension. D'ailleurs, pour B1, 24 ans, personne non-binaire, transmasculine et queer, sa famille choisie, c'est vraiment le groupe de personnes qui lui permet le plus de se sentir compris. Donc, B1 nous dit: en général, c'est quand même mes seuls cercles où je me sens vraiment vue et compris la majorité du temps. Aussi, le fait de pouvoir parler ouvertement de son identité avec ces personnes-là, ça semble encourager la compréhension des membres de la famille choisie de la non-binarité, parce que ça peut devenir un sujet que les participants peuvent aborder avec ces personnes-là à de nombreuses reprises, dans divers contextes, lors de diverses discussions.
Puis de plus, de nombreux participants se sont formés des familles choisies qui vont inclure d'autres personnes de la diversité sexuelle et de genre. Donc ça va vraiment aider à avoir une compréhension mutuelle de ces identités. Il semble donc que même si parfois la famille d'origine a une certaine compréhension de la non-binarité, elle n'est pas jugée par les participants comme étant aussi profonde que la compréhension qu'ont les membres de la famille choisie. Donc, les résultats de ma recherche semblent vraiment confirmer l'importance de la reconnaissance de son identité par les autres pour les jeunes de la diversité sexuelle et de genre. Puis la non-reconnaissance de son identité ou le manque de compréhension de son identité, ce serait d'ailleurs un obstacle au bien-être pour plusieurs, mais les cercles sociaux peuvent rendre cette reconnaissance possible. Puis à cet effet, les participants affirment qu'une forme de soutien qu'ils reçoivent de la part de leur famille choisie, comme j'expliquais, est vraiment spécifique à leur orientation sexuelle ou identité de genre. Donc, les membres de leur famille choisie vont avoir tendance à comprendre, mais aussi à reconnaître et à respecter l'identité des participants, notamment en les invitant à en parler ouvertement ou en respectant, par exemple, leurs pronoms de préférence. Puis, il s'agit d'un constat qui peut être fait pour les participants ayant des bonnes relations ou non avec leur famille d'origine. À cet effet, même lorsque les parents d'un individu de la diversité sexuelle ou de genre sont ouverts et soutiennent leur enfant, il existerait toujours un besoin pour un soutien émotionnel que la famille d'origine ne peut juste pas offrir, même si elle aimerait bien pouvoir l'offrir. Puis, les résultats de mon étude démontrent aussi que le fait d'utiliser ses propres mots et ses propres concepts qui sont en harmonie avec son identité a un effet bénéfique pour ces jeunes. Puis, les relations familiales peuvent aider cette autodéfinition en encourageant des conversations spécifiques sur la manière dont les personnes souhaitent s'identifier. Excusez, pardon, je vais recommencer cette phrase-là. Donc, encourager des conversations spécifiques sur la manière dont les personnes souhaitent s'identifier et se définir, comme c'est le cas de la famille choisie de nombreux participants à mon étude. Puis d'ailleurs, la littérature démontre qu'un facteur de résilience pour les personnes trans, c'est la capacité de se définir soi-même et de verbaliser son genre. Aussi, le fait que les jeunes adultes non-binaires ayant participé à cette étude avancent que la non-compréhension de leur identité par leur famille d'origine, c'est une raison pourquoi ils vont ressentir le besoin de se créer une famille choisie. Ça nous rappelle la notion de l'intelligibilité de Butler que j'ai abordée au tout début de la présentation. Donc, tout comme elle nous le démontre, il n'est pas possible dans le cadre dominant de définir l'identité d'une personne sans que celle-ci soit genrée, puis les personnes ne deviennent intelligibles que si elles prennent un genre selon les critères distinctifs de l'intelligibilité du genre. Donc, pour conclure, mon étude semble vraiment indiquer que le concept de famille choisie est toujours très d'actualité. Donc, en effet, peu importe si leur relation est perçue comme bonne ou mauvaise avec leur famille d'origine, la grande majorité des participants vont se former une famille choisie pour des raisons variées. Donc, pour les jeunes adultes ayant des relations perçues comme étant bonnes avec leur famille d'origine, les raisons évoquées pour se construire une famille choisie ne sont pas liées à leur famille d'origine. Puis, pour ceux qui ont des relations perçues comme étant moins bonnes avec leur famille d'origine, leur famille choisie leur permet d'obtenir du soutien qui n'est pas fourni par leur famille d'origine. Donc, en effet, c'est ça, la plupart des participants ils affirment que leur famille d'origine ne comprend pas ou n'accepte pas pleinement leur identité non-binaire. Puis d'ailleurs, c'est ça, certains ne veulent même pas faire leur coming out à leur famille d'origine pour cette raison. Puis la famille choisie, elle, va vraiment leur permettre de se sentir mieux compris dans leur identité, mais aussi de se sentir soutenus dans la vie de façon plus générale. De plus, la famille choisie, comme on l'a vu, elle peut être distincte de la famille d'origine ou bien être entremêlée à celle-ci, mais ça semble être vraiment plus rare selon cette étude. Puis aussi, pour terminer, certains participants vont chercher du soutien auprès de leur famille d'origine, mais il s'agit rarement de soutien émotionnel. En revanche, la famille choisie, elle va apporter du soutien vraiment qui est plus émotionnel, mais aussi qui est en lien avec leur identité non-binaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais préparé pour vous ce soir. Merci de votre écoute.